Juste un petit mot avant qu'on parte, parce que le temps tourne et les trains n'attendent pas. On va pas le mettre en retard celui-là. On se mobilise pour défendre cette ligne parce que la SNCF nous a annoncé la fermeture là début janvier assez brutalement. Un des arguments qui est souvent avancé, c'est oui mais il n'y a personne dans le train. Alors, ce qui est pas, alors, sauf aujourd'hui bien sûr, mais c'est vrai que la fréquentation, elle a fait divisé par 15 en gare de Felletin en quelques années, parce qu'on a mis des horaires pas adaptés, parce que le prix du billet est cher, parce qu'il y a régulièrement des travaux, des fermetures intempestives et les gens apprennent à se débrouiller sans. On avait pendant un temps supprimé le direct vers Limoges, les trains le week-end, etc. Et donc quand on tue le service, on tue la fréquentation. Et nous, ce qu'on demande, c'est évidemment qu'on poursuive la revitalisation et qu'on réadapte le service aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Pouvoir se déplacer a toujours été primordial pour les sociétés humaines. D'aussi loin que remonte l'histoire, le Limousin a été sillonné de routes, de chemins de terre, de chemins de fer, comme ce train rural que l'on nommait le TACO. Les lignes de ce petit train reliaient les bourgs aux grandes villes et permettaient la circulation des biens et des personnes. C'est dans les années 60 que disparaît le TACO pour laisser la place aux voitures thermiques individuelles. Plus de gares, plus d'horaires contraignants, la liberté individuelle avait fait disparaître le transport en commun. Aujourd'hui, la voiture règne en maître. Les lignes de bus sont insatisfaisantes ou inexistantes. La SNCF ferme les dernières lignes de train jugées trop coûteuses à entretenir. Alors, comment réinventer la mobilité à l'heure de la transition écologique? Comment redonner le goût du transport collectif et des contraintes qui vont avec? Les collectivités locales s'arrachent les cheveux pour proposer des solutions. Vélo électrique, covoiturage, taxi-brousse, remise en marche du TACO, retour du cheval, ou encore voitures électriques sans chauffeur dotées d'une intelligence artificielle. Mais d'aucuns ne perdent de vue que le plus grand ennemi du transport en commun reste sans doute la culture individualiste plutôt que la voiture elle-même. Je vais être en bonne compagnie, regarde. Ah non, non, pas avec n'importe qui. C'est pas gentil. À ma faute là, on est nombreux. Ils nous disent que la ligne est obsolète. Ils nous disent que nos territoires ruraux se dépeuplent. Eh bien non, ils ont un avenir, une attractivité à défendre chaque jour. Et quand les métropoles exploseront, on regrettera en lieu de nous avoir sacrifiés, oubliés, comme on le fait aujourd'hui pour notre petite ligne. En fait, on a démontré que dans un territoire, un département comme le nôtre, il fallait jouer collectif sur les grands sujets, les grands enjeux et les défis que nous avons à relever. Tout le monde sait de façon unanime que c'est un outil d'aménagement du territoire qui est indispensable. Et à ce titre-là, la mobilisation des élus dépasse les clivages. Ouais. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a des élus qui sont présents ou des anciens élus. Je pense à tous les élus de droite qui, depuis des années et des années, ont cassé le service public. Hein. Donc forcément, il y a une forme de ras-le-bol de discours parfois qui sont en décalage avec les actes. Cette ligne ferroviaire n'est pas seulement un moyen de transport, elle est un lien vital pour notre communauté. Pour moi, on a là une infrastructure qui est existante, qui est plus que centenaire. Il faut la remettre au goût du jour, tout simplement, en termes de service. Oui, c'est un peu cher quand même. L'autre jour, on est allé à la manif, c'était 13 balles, enfin du coup 26 € l'aller-retour. Oui, ça fait partie des soucis. Ça pose question aussi pourquoi la région qui gère les transports choisit de subventionner à fond le bus et pas le train. Et les routes, c'est pareil, c'est tout le monde qui les paye aussi. C'est un gros budget, c'est 9 millions d'euros par an la voirie. C'est juste qu'à un moment donné, quand il s'agit du train, on compte tout. Mais il y a d'autres endroits, je suis désolé, on y passe aussi un paquet de fric qu'on ne compte pas. Nous, on a peu de budget, peu de moyens et peu de compétences. On a essayé de bricoler à faire de la ligne jaune, ça marche pas bien. Ça marche pas en fait ce qu'on fait et on a besoin d'aide en fait. On a objectivement des difficultés de synergie entre la SNCF et la région. Comment on fait de l'apprentissage, de la mobilité partagée, de l'intermodalité pour déjà mettre en valeur l'existant, tandis que le service s'améliorera, on l'espère. À Felletin, on a un enjeu assez fort d'aménagement du parvis de la gare, à la fois parce que c'est le terminus des bus et puis aussi du train. Donc là, on aurait un travail à faire ensemble, mais ça, on l'avait évoqué. Lors d'ateliers sur la mobilité regroupant différents services et institutions, le sujet de l'avenir de la gare de Felletin a souvent été abordé. Devenue tiers-lieu en 2022, elle continue d'accueillir les trains de la ligne Felletin-Guéret et sert de hub pour les bus, souvent peu remplis. Quant aux espaces restés en friche, ils font l'objet d'un projet innovant de place de parking à ombrière produisant de l'énergie électrique à forte capacité. C'est une société privée, Grange Solaire, qui en est à l'initiative.
Donc le principe, c'est que ces ombrières protègent les véhicules et elles sont couvertes de panneaux solaires qui vont pouvoir produire une quantité d'énergie suffisante pour pouvoir recharger des véhicules, donc une dizaine de places 36 kW, une cinquantaine de places pour jusqu'à 150-200 kW. Les véhicules qui peuvent être clients d'une solution comme celle-ci, c'est en premier lieu les flottes d'entreprises qui ont une vraie problématique, qui est celle de faire tourner leurs commerciaux ou leurs véhicules le matin, et qui se retrouvent entre midi et 2 avec finalement une problématique de pouvoir retourner à la maison ou en tout cas continuer la tournée dans l'après-midi. Et donc là ça tombe bien parce que c'est précisément entre midi et 2 qu'on a le pic de production et c'est dans cette logique-là qu'une ombrière comme celle-ci fait tout son sens dans une transformation des projets de mobilité. Chacun peut avoir une petite prise qui lui permet de recharger son véhicule pendant la nuit et ça peut être tout à fait convenable et tout à fait suffisant. Et on a aussi un maillage de petites bornes de recharge dans la gamme des 20 à 50 kW. Là, on parle de bornes de recharge supérieures à 120 kW qui autorisent justement de pouvoir se recharger de manière tout à fait raisonnable dans un espace de temps de 30 minutes. Ainsi, au moment où la hausse du prix du carburant pourrait enfin favoriser le retour en grâce du transport en commun, voici qu'arrivent les voitures électriques. Certes décarbonées, mais toujours individuelles. Quitter la voiture, mission impossible? La voiture, c'est quand même la solution pratique et universelle pour faire tout ce qu'on a à faire. Avec la voiture, on va travailler, on fait les courses, on remplit le coffre, on va chercher les enfants à l'école. On part en vacances, on n'a pas besoin de réserver. Du coup, c'est quoi les moyens qu'on se donne pour lutter contre la voiture? Très honnêtement, j'ai pas de recette miracle. La voiture individuelle thermique est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre sur le plateau de Mille Vaches. 95% de l'énergie qui est utilisée pour déplacer les véhicules sert juste à déplacer le véhicule. Et 5% servent à déplacer la personne. Et donc en fait, cette étude en 2013, elle pointe le besoin d'aller agir, à trouver des alternatives. Donc une des alternatives du coup qui a pris au niveau du parc, c'est le dispositif du jus dans les pédales avec les vélos à assistance électrique. Donc là c'est seulement une partie des vélos, donc c'est ceux qui sont en état de fonctionner et donc la location c'est donc 50 € par mois qui vont jusqu'à 4 mois maximum. Nous voici dans l'atelier et je vous présente Gaël Fréal, donc votre interlocuteur pour votre prochaine location. Donc ici on répare les vélos, entre autres? Ici on réceptionne les vélos après les locations, on les contrôle. Celui-là, il a quoi par exemple? Celui-là, il a rien de spécial, il est revenu de location. Et donc je contrôle que tout va bien, et puis une fois que c'est bon, je laisse repartir. Parce qu'en fait, en une location, ils peuvent avoir fait 100 km comme 2000. C'est combien d'autonomie la batterie? Alors ça dépend, d'après le constructeur, 80 à 100 km. D'après nos retours et les usages sur le plateau, on est plutôt entre 30 et 60 km. Évidemment, plus les gens pédalent eux-mêmes, plus la batterie dure longtemps. Pour l'instant, le PNR ne propose concrètement pas d'autre solution que le vélo électrique. Mais c'est sans doute un ensemble de nouveaux moyens de transport qui permettra de sortir du tout voiture individuelle. Un autre organisme local, plus alternatif, nommé le Syndicat de la Montagne Limousine, a également planché sur le sujet, notamment sur un projet de minivan collectif, un peu à la mode des taxis-brousses. Du coup, en 2021, je pense qu'il y a eu un espèce d'élan un peu plus actif, où on a été plus productif et on passait sur des choses concrètes et pas juste tout le temps débattre et réfléchir. Et donc commencer à initier, l'idée c'était déjà dans un premier temps d'essayer de valoriser tous les transports qui existaient sur notre zone du plateau de Mille Vaches et où on est à l'intersection de 3 départements et où du coup à l'époque on trouvait les infos que sur le site de la Creuse ou que sur la Corrèze. Et souvent des infos pas lisibles avec des contradictions et du coup on a fait un gros boulot, on a même pensé monter un spectacle comique tellement c'était ubuesque des fois justement pour trouver toutes les infos. Et après le boulot de synthèse c'était à la fois de mettre tout dans un document et aussi de le rendre si possible un peu plus lisible que les fiches transport. Il y avait aussi l'idée de navette, donc d'identifier des lignes, identifier des gens qui sont disposés à faire le chauffeur. L'idée c'est de le démarrer, de le faire, que ça existe et que quand on est sûr et qu'on peut montrer aux administrations qu'en fait il y a un vrai besoin et que ça fonctionne, on aurait aimé que ça puisse être financé sur du poste aussi de chauffeur. Et pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? Au moins d'ouvrir une première ligne? Ouais.
Je pense qu'il y a plusieurs trucs, mais ce qui nous a fait aussi qu'on a bien avancé sur ce boulot de mobilité, c'est que pendant un moment, on a eu un salarié. Et puis à partir du moment où son poste, c'était un petit contrat, c'était genre une petite année, je pense. C'est terminé. Là, juste nos énergies se sont dispersées et diminuées, et le temps passe, et voilà. Je pense qu'il n'y a pas autre chose que juste ça, hein. Problématique d'argent et de disponibilité des gens qui portent. On va pas en sortir du tout voiture ? On va pas en sortir tout de suite. Il y a une sorte d'a priori où on essaye de réfléchir à des nouveaux outils de déplacement, mais pour faire les mêmes déplacements qu'avant. Et je pense qu'il faut revisiter les deux à la fois personnellement. C'est-à-dire que si on voit à l'échelle d'un cabinet de médecin ou de service de la poste, le nombre de gens qui viennent de la même commune pour faire le même déplacement, alors que si ce service se déplace lui une fois, ou pas obligé de se déplacer, on pourrait les avoir, ils pourraient juste se relocaliser. Qui est prêt à partager son véhicule, qui est prêt à prendre le bus, qui est prêt à prendre le train. Parce que là, aujourd'hui, on a toujours une vision positive de ces solutions pour les autres, pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Mais quand nous, on peut se déplacer, est-ce qu'on ferait l'effort de mettre de côté son véhicule pour participer du coup, à l'existence de ces services de transport en commun? La société est organisée aujourd'hui en milieu rural, en dépendance à la voiture. Avant l'avènement de la voiture individuelle, toutes les entreprises, ou presque, avaient un système de ramassage pour donc aller à l'usine. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Le problème, c'est que on a l'impression qu'on peut tous faire individuellement ce qu'on veut sans que ça ait de conséquences collectives. Et en fait, sur la mobilité, ça marche pas. C'est-à-dire que effectivement, si vous prenez votre véhicule, et c'est pas pour moraliser que je dis ça, mais c'est que en gros, si on prend chacun notre véhicule individuel et que on dit, moi je covoiture pas, et je ne me rends pas du coup en transport en commun, j'utilise pas les transports en commun parce que je préfère ma voiture. Très bien. Mais on peut pas venir dire derrière, regardez, c'est dommage, les personnes âgées, tel ou tel jeune, telle ou telle personne précaire, ils ont du mal à se déplacer, il n'y a pas de transport collectif. Et oui, mais parce que les transports collectifs, soit on les prend tous, soit ils n'existent pas. Mais au fait, si on parle de la puissance des moteurs en nombre de chevaux, c'est parce que ces derniers étaient la principale force motrice avant l'arrivée de la machine à vapeur et du moteur à explosion. Montaigne fait partie de ces personnes qui rêvent de voir le cheval entrer dans la bataille contre la voiture individuelle. Du coup, j'ai 4 chevaux. Il faut toujours qu'ils aient ce qu'il faut à manger, ce qu'il faut en minéraux, ce qu'il faut en eau, la couverture le soir, gérer les pâturages et à la fois je suis esclave, mais à la fois j'adore, c'est même pas le mot, j'adore faire ça. Alors se déplacer à cheval, c'est plein de contraintes, mais c'est aussi très chouette. Bon, tu vas peut-être pas jusqu'à Buja pour aller faire tes courses au Carrefour Express. Il y a un côté un peu absurde aussi, mais quand tu peux faire des petits déplacements avec un cheval qui est là, qui est prêt, c'est assez formidable. Mais par contre, c'est lent, ça fait mal aux fesses, surtout quand t'es pas trop habitué. S'il pleut, t'es mouillé, tu sèches pas, t'as pas le chauffage. Ton cheval, des fois, il a peur d'un truc, tu peux tomber, il y a des risques. Mais t'es complètement bercé, on va dire, par ce qu'est le transport, le voyage. Un jour, peut-être, il n'y aura plus de gasoil, il n'y aura plus rien. Il y aura toujours des choses, mais peut-être pas pour les gens, pas pour tout le monde. Et du coup, comment se réapproprier le cheval comme moyen de transport? Et c'est moins d'entretien qu'une caisse qui a toujours un problème, faut changer des pièces et tout. Bon, j'aime pas trop les voitures spécialement, mais après, il faut avoir le temps aussi. Et savoir si on a envie d'avoir le temps, si on a envie d'entretenir une voiture, si on a envie de payer du gasoil, je sais pas. Oui, ça Il y a plein de gens qui seront jamais d'accord avec moi, mais moi j'aimerais bien qu'il y ait moins de chevaux de sport et un peu débourgeoisisé. Non, ça se dit débourgeoisé. Vous voyez ce que je veux dire. Un peu le monde du cheval et le rendre beaucoup plus accessible en fait et populaire. J'ai du mal à imaginer que toutes les familles auraient un cheval, mais qu'il y a en tout cas un retour, une revalorisation du cheval aujourd'hui. Ça pourrait être très intéressant pour les prochaines années à venir. Voilà quoi.
je pense qu'on veut toujours le mieux pour notre société, on veut toujours on imagine toujours faire le bien, mais là, franchement, on est dans la grosse merde. Enfin, au bout d'un moment, il faut tout réorganiser, quoi. Et ça va pas être un claquement de doigts, mais s'il y a déjà à certains endroits des groupes, des gens qui arrivent déjà à avancer sur ces questions-là, à réorganiser, ne plus dépendre d'un système en fait qui nous bouffe chaque jour un peu plus, ça serait pas mal. Enfin, petit tour du côté de la Nièvre, où s'expérimentent depuis quelques années des voitures autonomes en ruralité, dont l'intelligence artificielle permettrait d'optimiser le transport en commun en allant chercher les uns et les autres selon un système personnalisé. Projet dont l'ancien député de la Nièvre et actuel maire de l'Orme, Christian Paul, se fait le défenseur. En fait, c'est un projet que nous avions évoqué avec une école d'ingénieurs qui est à Nevers, donc dans notre département, qui s'appelle l'ISAT. Et donc, une voiture autonome, c'est une voiture sans conducteur, sans chauffeur. Et donc, aujourd'hui, on est encore au stade de test en laboratoire. J'espère que dans les années qui viennent, mais je pense qu'il faut compter quand même en quelques années, il y aura des déploiements réels, sans doute en forme de prototype au départ, et ensuite on verra en fonction du bilan. Vous pensez que c'est efficace? Que du coup on sort de la ligne fixe et on est dans un maillage efficace? Je pense que la question de la mobilité repose beaucoup sur la personnalisation du service. On vient vous chercher et on peut aussi prendre en passage un voisin dans un village proche. On peut aussi faire du collectif avec des voitures autonomes. Qu'est-ce que tu penses des navettes automatisées sans chauffeur qui sont en expérimentation en ce moment dans la Nièvre? Est-ce que le souci c'est qu'il y ait des chauffeurs? C'est quoi l'idée? C'est qu'on peut mettre des transports. Moi, quand j'entends ça, je me dis, le message, c'est qu'on peut financer des véhicules méga chers, mais on ne peut pas financer d'emploi, en fait. C'est pas une solution technologique qui va du coup arriver toute seule comme ça, qui va tout révolutionner. En fait, il y a quand même beaucoup plus d'organisation sociale derrière à revoir que de problèmes technologiques qui se posent à nous, en fait. La puissance de l'algorithme calcule en temps réel l'efficacité du détour le plus efficace pour prendre telle ou telle personne, et puis en plus les habitudes ensuite rentrent dans l'algorithme et tout ça. Et c'est un truc que le cerveau humain ne peut pas égaler à ce niveau-là en tout cas. Ouais, j'ai pas d'avis, je suis désolée. J'aimerais que des solutions technologiques puissent nous permettre de nous sauver de nos problèmes sur nos déplacements. Néanmoins, en fait, elles amènent d'autres problèmes avec elles. Au début, on voit que la solution, mais derrière, elles amènent d'autres problèmes. Donc, en gros, ma conclusion, ça serait prudence, grande prudence sur ces solutions-là, parce qu'elles sont loin de tout résoudre. Elles posent encore d'autres questions, je pense. Bon, pour conclure, vous y croyez à la ruralité? Mais plus que jamais, c'est le combat de ma vie, et puis heureusement, je ne suis pas seul. Oui, j'y crois, bien sûr. Est-ce qu'il y a de l'espoir? Ah oui, bien sûr. Ça bouge, quoi. Non, mais en tout cas, oui, il faudrait que ça bouge peut-être un peu plus. J'y crois d'autant plus que on voit un début d'exode urbain. Ce sont des petits flux, mais qui ont de grands effets, parce que c'est des gens qui arrivent aussi avec un esprit nouveau et une volonté de faire bouger les choses. On pourrait même dire, de toute façon, l'essence va devenir tellement chère que les gens, ils n'auront pas le choix. Mais en fait, l'électricité arrive. Oui, donc tu veux dire que ça va pas diminuer nos usages de voitures individuelles? Tout le monde s'affole parce que il n'y aura plus de pétrole bientôt, nanani. Mais en fait... Tout le monde s'affole pas. Tout le monde s'affole pas parce qu'il n'y aura plus de pétrole. Mais effectivement, pour moi, ça, c'est vraiment le lobby du grand capital qui fait que non, il faut que les gens continuent à se déplacer individuellement dans leur voiture et à acheter des véhicules et consommer de l'énergie. Est-ce que c'est pas une question un peu, j'allais dire spirituelle, mais dans quoi je trouve ma transcendance? Est-ce que c'est dans la progression du confort matériel, dans la sécurité, et qu'à un moment donné, notre épanouissement, peut-être qu'il se trouve aussi ailleurs.